sommes très heureux d'accueillir Madame la Ministre des Transports, Elisabeth Borne, et puis également Gilles Legendre, le président de la République En Marche à l'Assemblée nationale, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Carole Bureau-Bonnard, ma collègue Aude Bruno de la Commission Défense et aussi une régionale de l'Étape, Nicolas Cognata qui est responsable Europe pour la République En Marche et puis SOCEN, et puis l'ensemble des marcheurs qui ont œuvré dans l'ensemble du département. Alors nous sommes très contents d'abord de vous accueillir dans la salle Simone Veil, parce que bon, c'est quand même une grande figure de l'Europe. Mes chers amis, 2 jours. Il nous reste 2 jours pour convaincre nos concitoyens de donner à notre pays et à notre président les moyens de refonder l'Europe. Refonder l'Europe ou la sauver? Le débat bat son plein, y compris dans nos propres rangs. Sauver l'Europe, si nous soulignons le risque nationaliste, populiste, homophobe, xénophobe, qui est une menace et qui menace de saper nos valeurs les plus chères. Ici, nous sommes devenus des citoyens européens pour des raisons, à des occasions, à des époques qui étaient différentes. Peut-être parmi nous, l'enfant qui se faufilait entre ses parents pour voir passer les chars du général Leclerc depuis le balcon de l'appartement parisien. Plus tard, c'est mon cas, j'ai eu l'occasion de le raconter dimanche, le gamin qui écoute bouche bée les récits de captivité de son père. En 1979, la France qui offre à l'Europe sa plus belle figure, célébrée ici même, Simone Veil, rescapée des camps et incarnation de la cause féministe. Une photo inoubliable de l'Europe en 1984 à Verdun, François Mitterrand qui saisit la main d'Helmut Kohl. Un aller Paris-Berlin en 1989 et un billet de retour, un morceau du mur dans sa valise. Une autre révolution monétaire, celle-là, de nouveaux billets, de nouvelles pièces et notre argent de poche, nos salaires et nos retraites en apparence divisés par 6,55 957. Un film culte, L'Auberge espagnole, en 2002, le meilleur agent publicitaire du programme Erasmus. Aimer l'Europe à En Marche, c'est notre marque de fabrique. Parmi les 34 listes, Renaissance est la seule à ne pas avoir l'Europe honteuse, ou l'Europe rasant les murs, ou l'Europe mi-chef mi-chou, ou l'Europe au rabais. Mais depuis 15 ans, quelle est l'Europe que nous aimons? Depuis plus de 15 ans, l'Europe tout saute, l'Europe hoquette, l'Europe sans rhume, ne serait-ce toujours la politique agricole commune, nous dirions que l'Europe est en jachère. Quelle image, quel souvenir futur, quelle émotion présente permettrait aux jeunes adolescents de tomber amoureux de l'Europe comme nous l'avons été au même âge? Il y a 2 grandes réponses. La première réponse, c'est nous occuper des Européens. Et là-dessus, nous n'avons pas le temps de le faire aujourd'hui, mais je vous invite à faire un petit jeu que moi j'ai pratiqué quand est sorti ce petit document. Vous l'ouvrez à chaque page, vous prenez un bic ou un feutre, vous fermez les yeux et vous pointez au hasard dans des pages avec le bic et le feutre. Et vous faites ça à chaque page. Et puis à la fin, vous ouvrez les yeux, vous rouvrez le programme et vous vous apercevez que toutes les mesures que vous aurez pointées, parmi les 79, évidemment, il n'y en aura pas 79 soulignés par vous, toutes parlent parfaitement aux citoyens et visent très précisément à améliorer la vie des Européens, leur sécurité, leur situation sociale,
leur transport, le climat, j'en passe et des meilleurs. Mais ça ne suffit pas, la proximité. Nous devons inventer un rêve européen. Le rêve européen, les exemples que j'ai cités tout à l'heure, de la première phase de l'Europe, de ces 70 ans et plus, c'était la paix. Et nous y avions bien réussi. Et nous ne devons pas abandonner cet objectif-là. Il n'est jamais acquis. Mais aujourd'hui, il faut inventer un autre rêve. Et ce rêve, pour moi, c'est la transition écologique et solidaire. Et je vous jure que c'est un hasard absolu que je me trouve assis à côté de notre amie Elisabeth Borne, qui fait tant pour recommencer à faire naître ce rêve en France, et en attendant qu'on soit capable de le porter sur une échelle plus large en Europe. Le rêve écologique et solidaire, c'est notre nouvelle frontière. C'est celle qui permettra de sauver la planète. C'est celle qui réconciliera l'économie et l'écologie. C'est celle qui respecte la nature et soutient l'agriculture. C'est celle qui embarque tout le monde, mais protège toujours les plus fragiles. C'est celle qui recherche et obtient des résultats et qui se méfie des trophées sans lendemain. Il y a 2 ans, en pleine campagne présidentielle, nous débattions du sujet de l'écologie, souvent. Et nous nous disions, on a le droit de se dire la vérité ce soir, on a même le devoir de se dire la vérité. Nous nous disions qu'en matière d'écologie, nous étions un peu courts. Le programme dans ce domaine-là, pour les passionnés d'écologie, pour ceux qui connaissaient, pour ceux qui avaient rejoint En Marche avec cet idéal-là, ils trouvaient que c'était un peu court. Et je crois qu'ils avaient raison. Depuis, nous avons fait beaucoup de chemin. Et Elisabeth, ici présente, a été une des artisans de ce chemin. Pas assez, disent certains. Et cela tombe bien, car nous voulons faire beaucoup plus vite et beaucoup plus profond. Dans la foulée du grand débat national et à l'aube de ce nouvel élan européen que nous prendrons dimanche si les Français nous font confiance. Mes chers amis, depuis 15 ans, l'Europe a fait du surplace. En politique, le surplace n'existe pas. En politique, le surplace a un nom, il s'appelle le déclin. Enrayer le déclin, c'est le défi qu'Emmanuel Macron nous invite à relever. Dimanche, dans 3 jours, je n'en doute pas un seul instant, notre pays sera à la hauteur et nous avec lui. Je vous remercie. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir et à double titre. D'abord parce que c'est un plaisir d'être de retour à Soissons, où j'étais il y a moins d'1 mois. Et puis, c'est un plaisir de partager cette soirée avec vous, avec le président de notre groupe à l'Assemblée nationale, Gilles Legendre, avec nos députés, Marc Delattre, Carole Bureau-Bonnard, Aude Bonneau. Et puis, c'est une fierté de venir soutenir notre liste, notre candidate, France Moschel, qui nous rejoindra. Et donc, voilà, de pouvoir débattre avec vous de ces sujets, de ces enjeux européens. Donc, Gilles Legendre l'a dit, là, nous sommes à 3 jours d'un scrutin. Un scrutin qui, traditionnellement, ne mobilise pas beaucoup. Et pourtant, ce sont des enjeux considérables que porte ce scrutin. Et ça, plus que jamais. Quand on voit à la fois l'urgence climatique, quand on voit les stratégies agressives des grandes puissances comme la Chine ou les États-Unis, quand on voit l'émergence des géants mondiaux, des géants numériques notamment, qui veulent dicter leurs lois aux États, quand on voit aussi la crise d'un capitalisme financier qui nécessite de bâtir un capitalisme plus durable, qui soit à la fois, qui prenne en compte le défi écologique, qui soit plus respectueux des salariés, des travailleurs, quand on voit aussi le défi migratoire,
je pense qu'on peut mesurer qu'on n'a jamais eu autant besoin de l'Europe. Et dimanche, c'est l'avenir de l'Europe qui se joue, donc c'est l'avenir de notre pays et c'est notre avenir. Et face à ceux qui veulent déconstruire l'Europe, nous pensons au contraire qu'il faut un nouveau souffle pour l'Europe. C'est le projet que porte Emmanuel Macron depuis le début, c'est le projet sur lequel il a pris le leadership en Europe, et je pense qu'il faut qu'on ait en tête que la voix de la France, elle est à la fois attendue, elle est aussi entendue, mais elle a besoin de la force du vote de dimanche. Alors je pense qu'on peut être fiers d'être les seuls à nous engager pour l'Europe. Nous sommes les seuls à vouloir parler d'Europe dans cette campagne, à porter un projet clair et cohérent. Marine Le Pen n'a pas de projet pour l'Europe et elle se garde bien d'en parler. Elle a un seul projet, c'est le référendum contre Macron. Et à ce jeu, il y aura deux perdants, l'Europe et la France. Alors notre projet, Gilles l'a évoqué, je pense qu'on peut en être fier parce que c'est un projet de liberté, de protection et de progrès. Et moi, je suis fier qu'il soit conduit par Nathalie Loiseau. L'Europe, c'est le combat de sa vie, et moi je l'ai vu au travail depuis 2 ans, avec beaucoup de compétences, avec beaucoup de ténacité, et je pense que nous avons besoin de députés comme Nathalie au Parlement. Et puis, vous l'avez dit, moi je suis fier aussi que notre projet soit porté par une liste qui est vraiment à l'image de notre pays. Donc une liste avec des femmes et des hommes qui n'ont pas tous les mêmes sensibilités, qui n'ont pas tous les mêmes parcours, mais qui se retrouvent sur l'Europe. Et donc ce sont des gens convaincus par ce projet européen, pas des recasés, des reclassés qui auraient échoué à d'autres élections, comme ça se passe souvent dans d'autres mouvements politiques, mais donc vraiment des gens qui s'engagent pour l'Europe, qui seront présents au Parlement européen. Et moi, je peux vous dire que quand les députés français ne sont pas présents au Parlement, ne s'intéressent pas aux enjeux européens, nos intérêts ne sont pas défendus, notre voix n'est pas portée au Parlement européen, et voilà, c'est effectivement pas comme ça qu'on défend les Français. Alors, là encore, je crois que ça a été dit, notre première priorité pour ce projet européen, c'est la transition écologique et solidaire. Et les deux vont vraiment de pair. Quand on dit par exemple qu'il faut investir plus pour des énergies renouvelables, pour des transports plus propres, pour la rénovation thermique des logements, c'est à la fois effectivement le climat qui va y gagner, mais c'est aussi, quand on rénove des logements, c'est aussi notre porte-monnaie qui y gagne. Et on a aussi le projet d'avoir, on l'a annoncé, un continent neutre en carbone. Et ça suppose aussi qu'on puisse, avec nos voisins européens, mettre des taxes sur le carbone pour les produits importés. Et c'est peut-être un des exemples de ce qu'il faut qu'on change dans notre construction d'Europe, c'est aussi qu'on sache se protéger. Vous voyez, si on dit, nous on croit aux enjeux climatiques, nous on pense qu'il faut mettre des normes environnementales élevées, alors on ne peut pas signer des traités de libre-échange, laisser arriver des produits qui viennent de pays qui ne prennent pas en compte ces enjeux climatiques, ces enjeux environnementaux. Et moi je voudrais souligner un point qui est passé un peu inaperçu. Le président de la République, Emmanuel Macron, est le seul à avoir pris position contre un traité de libre-échange avec les États-Unis parce qu'ils sont sortis de l'accord de Paris. Et par exemple, nos amis italiens qui prétendent défendre les nations ont pris position pour un traité de libre-échange. Les amis de Madame Le Pen prennent position pour un traité de libre-échange avec les États-Unis quand nous disons que nous croyons à ces enjeux de transition écologique et solidaire et que du coup il faut protéger nos entreprises des produits venant de pays qui ne respectent pas les mêmes règles.
On nous a dit, vous êtes récemment convertis à cette transition écologique et solidaire. Moi, je peux vous dire que non. Non, franchement, depuis 2 ans, nous portons cette transition écologique et solidaire. Et j'étais encore ce matin dans le premier conseil de défense écologique que le président de la République a souhaité mettre en place. Nous avons pu faire le point sur tous les projets que nous avions portés. Nous avons par exemple décidé les recherches et l'exploitation des hydrocarbures sur notre territoire. Nous avons mis en place des dispositifs très concrets pour les Français, comme la prime à la conversion, pour leur permettre d'acheter un véhicule qui consomme moins, donc qui pollue moins, mais aussi qui coûte moins cher. Et c'est vraiment tout le sens de cette transition écologique et solidaire. Nous avons annoncé la fermeture des centrales à charbon avant la fin du quinquennat. Et puis, moi, je porte, et je le portais également cette nuit en commission à l'Assemblée nationale, un projet de loi pour les mobilités qui vraiment a en son cœur cette transition écologique et solidaire, qui propose de faire plus de trains, plus de transports propres, de développer le covoiturage, de développer aussi le vélo, donc de permettre à chacun de se déplacer, à tous ceux qui ont des difficultés aujourd'hui pour accéder à l'emploi, de leur faciliter la vie, et donc de mieux se déplacer, mais de se déplacer aussi en prenant en compte ces enjeux environnementaux. Et je pense que cette transition écologique et solidaire, c'est à la fois un enjeu pour notre planète, c'est un enjeu pour notre qualité de vie, et puis c'est un enjeu pour notre porte-monnaie, et certains nous l'ont dit avec force ces derniers temps. Et ces projets, cette transition écologique et solidaire, elle ne peut pas se décider simplement au sein de nos frontières. C'est forcément un projet qui se porte à l'échelle de l'Europe. Je voudrais dire aussi que souvent, certains pensent que l'Europe, c'est quelque chose de lointain, alors que c'est au cœur de la qualité de vie, du quotidien de nos concitoyens. C'est particulièrement le cas dans le domaine des transports. Moi, je voudrais rappeler que la France est le premier bénéficiaire des financements européens, par exemple pour les projets de transport. Alors, je pense que dans la région de France, il y a un projet qui vous parle, c'est le canal Seine-Nord Europe. Ben, sans l'Europe, il n'y aurait pas de projet de canal Seine-Nord. L'Europe finance à 50% le canal Seine-Nord Europe. Donc ceux qui pensent qu'il faut reculer, faire moins pour l'Europe, qui le disent clairement, ils ne veulent pas du projet de canal Seine-Nord Europe. Mais évidemment, pour obtenir ces financements, il faut être entendu, il faut être crédible, il faut être respecté, et c'est bien le sens du projet que nous portons. Et puis, moi, je peux vous dire aussi, et on en parlait avec monsieur tout à l'heure, qu'il faut aussi qu'on puisse peser en Europe pour défendre notre modèle social. On s'est battu depuis 2 ans pour un principe simple, un principe qui est à travail égal, en un même lieu, salaire égal. Et dans mon domaine, dans le domaine des transports, en particulier dans le domaine du transport routier, on a obtenu un accord en décembre historique pour lutter contre les conditions de travail indignes des chauffeurs routiers, ceux qui dorment dans leur cabine, ceux qu'on voit sur le bord de nos routes, qu'on ne veut plus voir. Donc on a obtenu un accord historique pour lutter contre ce dumping social et contre la concurrence déloyale. Il faut transformer l'essai, et c'est ce que nos députés nous aideront à faire. Mais pour ça, il faut savoir parler à tout le monde, il faut un discours clair, construire des majorités, et c'est ce que nous ferons. Et puis, il faut aussi peser en Europe pour préparer l'avenir. Nous avons besoin de créer des champions. On a parlé d'un Airbus des batteries. On a aussi besoin d'avancer sur les technologies de demain. Vous savez qu'on travaille avec nos voisins allemands et luxembourgeois, par exemple, sur les véhicules autonomes, dont je pense que ça sera aussi une bonne solution dans les territoires ruraux pour avoir des navettes qui, demain, permettront de faciliter les déplacements pour ceux qui, par exemple, ne peuvent pas conduire. Donc, c'est des projets que nous pouvons porter au sein de l'Europe. Et puis, je pense aussi, mais je pense que si on veut porter ces projets à l'échelle de l'Europe, ben, ça veut dire refuser le repli, être fidèle à nos valeurs, d'un pays ouvert à ses voisins,
et sur le monde. Le repli, ça n'est pas dans l'ADN de la France. Donc dimanche, il y a un seul tour, et donc un tour qui sera décisif, pour donner un élan à la volonté du président et à nos futurs députés. Il faut, pour pouvoir porter un projet concret, il faut bien sûr se mobiliser, il faut convaincre, il faut aller voter, et donc moi je compte sur vous et vous pouvez compter sur nous. Je vous remercie. Voilà. Alors, merci à vous. Donc, ce que je vous propose très vite, et alors j'ai quelques exemples ici dans le Soissonnais, puisque on a inauguré il y a très peu de temps un méthaniseur de nouvelle génération. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pollution olfactive, sachez-le, à Daumier, qui va permettre de produire du biogaz pour 2000 foyers, et à terme, pourquoi pas, de chauffer Soissons dans l'ensemble, de son ensemble. On a aussi le groupe Saïka, le groupe papetier à Vénizel, qui va inaugurer cette entreprise certainement au mois de septembre, qui reconditionne à 99% tous les déchets, c'est-à-dire que c'est toute la biomasse. C'est remarquable, vous avez remarqué, il n'y a plus de cheminée sur Vénizel. C'est aussi les missions locales qui bénéficient de fonds européens, notamment, je vois sur Chemins-Dernier, et puis bien sûr le Grand Canal, mais nous avons la présidente du groupe d'études du Grand Canal qui pourra peut-être nous en parler un peu plus, et puis sur la défense, bien sûr, Aude de la Commission de défense, qui ont parlé aussi de la défense européenne. Donc moi, ce que je vous propose dès à présent, c'est de faire circuler le micro. On vous propose de prendre des questions par 3, des questions pas trop longues, d'une minute, pas plus, pour que les uns et les autres puissent vous répondre du mieux que nous puissions le faire. Voilà. Et donc, je vais laisser peut-être Karim distribuer le micro aux uns. Donc, on prend 3 questions, et puis on marchera à ce niveau-là pour faire un format qui dure 45 minutes. Vous conviendrez ? Et puis France, bien sûr, va arriver. Elle a raté son train, certainement, mais elle va arriver. Donc, et voilà, mais elle ne ratera pas son élection. Tu as bien raison, Gilles. Voilà, donc, eh bien, écoutez, on va faire circuler le micro. Qui s'occupe du micro, là ? Voilà, c'est toi. Bon, alors, on vous laisse poser les questions qui pour vous, ont un intérêt, bien sûr, européen. Bonjour, je suis Didier Cazé, agent d'exploitation dans une coopérative agricole. Donc le département de l'Aisne est un département rural avec beaucoup d'agriculteurs. Je les côtoie tous les jours. C'est des gens qui ont fait énormément d'efforts en 40 ans, qui continuent à en faire, mais leur grosse interrogation, c'est il n'y a pas pour eux, c'est pas le cas dans tous les pays d'Europe. Donc il faudrait une harmonisation des efforts aussi bien au niveau tout ce qui est pesticides et enfin essentiellement tout ce qui est pesticides. Voilà. Au niveau de la défense européenne, savoir si tous les États européens contribuent au financement du budget de la France, parce que je crois qu'on intervient beaucoup dans le monde, et c'est très important de savoir si les autres que l'on défend aussi participent aux dépenses. Voilà, c'est tout. Merci. Merci. Antonio Rivero, UDE, référent en Picardie. Vous avez soulevé un point, effectivement, de l'écologie qui nous tient particulièrement à cœur. On voit le transport routier, de nombreux camions sur nos routes, pollueurs, comme vous savez, ça consomme énormément. On voit aussi des gares, à l'heure actuelle ferroviaires, à l'abandon. Qu'en pensez-vous ? Et si je soulève également le même problème des avions qui est d'actualité à l'heure actuelle. Donc je vous pose également la même question. Que pensez-vous au niveau des transports qui sont... l'avion est très pollueur, comme on le sait. Et comment voyez-vous les choses ? Merci.
Bien. Alors, première question, on va prendre peut-être, donc on a 3 questions, on va peut-être répondre à la première sur les pesticides. Qui répond, Madame la Ministre? Merci. Alors, vous avez parfaitement raison, hein. Je pense qu'on a besoin d'harmonisation. On ne peut pas avoir au sein de l'Europe un dumping fiscal ou un dumping social ou un dumping environnemental. Sinon, on fragilise ceux qui veulent bien faire. Et donc, effectivement, vous soulignez que les agriculteurs en France ont fait des efforts, ou en tout cas ont pris en compte et prennent mieux en compte ces enjeux. C'est pour ça qu'on propose de sortir du glyphosate à l'échelle de l'Europe d'ici 2021 et de diviser par 2 les pesticides d'ici 2025 et d'avoir les mêmes règles à l'échelle de l'Europe. Je crois que c'est vraiment un principe qu'il faut retenir dans le projet qu'on porte, c'est de dire on ne peut pas avoir des pays qui sont vertueux, par exemple en termes d'environnement, et puis d'autres qui n'appliqueraient pas les mêmes règles. Et donc c'est vrai entre nous, au sein de l'Europe, et puis il faut aussi appliquer ces mêmes principes, donc refuser les accords de libre-échange avec des pays qui font travailler des enfants, avec des pays qui utilisent des énergies qui polluent. C'est vraiment le sens du projet que l'on porte. Pour rebondir aussi sur votre réponse, Madame la Ministre, effectivement, nous avons ici beaucoup d'apiculteurs dans l'Aisne, et leur grand souci, c'est vrai que c'est toujours un grand désespoir quand l'hiver dernier, un de mes amis apiculteurs a regardé dans ses ruches, je crois, la moitié était morte. Et donc le fait d'avoir supprimé et interdit formellement les néonicotinoïdes, et on continuera en ce sens-là, a été pour eux une bonne nouvelle. Bon, après ils ont aussi le frelon asiatique, c'est autre chose. J'ai eu droit à tout un cours sur les nids. Vous avez le trou est en haut pour le frelon asiatique, le frelon européen est en dessous. Donc ça c'est important. Également, bien sûr, nous avons ici beaucoup d'agriculteurs et 10% de notre masse salariale, c'est l'industrie agroalimentaire. Nous avons ici le groupe Intersnack, c'est quand même 350 emplois. Le Roquette à côté, qui est le leader mondial de l'amidon. Aude, dans ta circonscription, tu as un institut de recherche sur le bioéthanol qui est exceptionnel. Et donc, nous attendons aussi, et François de Rugy semble à l'écoute des agriculteurs quant à justement, comment dirais-je, soutenir cette filière du bioéthanol. Pourquoi pas passer de l'E10 à l'E20, par exemple, dans l'essence. C'est pas une réponse. Mais c'est dans l'immédiateté, pourquoi pas? Parce que nous, c'est une filière qui est importante. Les méthaniseurs, c'est aussi, ça montre aussi qu'on a des agriculteurs qui maintenant sont aussi agronomes, qui sont aussi ingénieurs, et ils me disent, Georges, un de mes amis qui est à Saint-Bandry, là, Georges Ferté, qui a sa ferme, il me dit, mais écoute, de toute façon, il faut nous laisser aussi un petit peu de temps, mais dans la rotation des cultures, le fait que vous labourez plus à ça, mais à ça, et que vous utilisiez beaucoup moins, il m'a dit, mais des intrants chimiques, je les ai réduits de plus de la moitié, quoi. Il dit, de toute façon, c'est rentable. Pourquoi? Parce que les intrants chimiques, ça coûte cher, et puis nous avons décidé de couper toutes ces filières. Hein, c'est comme moi qui étais médecin, bien sûr, je en médical, il ne va pas dire que le produit qu'il vous présente, il est mauvais, quoi. Mais scinder l'activité de vente et de promotion, enfin voilà, donc ça, on va l'arrêter, on l'a voté. Donc, on ne fait pas encore assez. Demain matin, à 9h, devant l'hôtel de ville à Soissons, il y a des jeunes, là, de Léonard de Vinci, de Nerval, qui vont manifester, et moi ça me réjouit, parce qu'ils ont une grande inquiétude de la transition écologique. Ils sont pas tous là ce soir. Bon, il y a des révisions du bac en ce moment, etc. Mais je peux vous dire qu'il y a 15 jours, c'était, j'allais dire, moi j'étais avec eux, c'était jubilatoire de voir des jeunes qui ont ce souci de la planète. Donc, on n'en fait pas encore assez, mais dans le programme européen sur cette Banque européenne du climat,
que nous voulons absolument porter, c'est aussi cette conscience. Alors ils m'ont dit, il y a 15 jours, bah, ça y est, mais nous, on n'achètera plus de bouteilles en plastique, voilà, ça sera terminé, les gobelets, c'est pareil, les cotons-tiges, etc. Mais c'est des petites choses, parce que c'est des petites choses qui font avancer le monde. Voilà. Bien. La défense. Alors, on va passer à la défense. Alors, là, nos collègues de la défense. Il y a deux collègues de la Défense. Oui, merci Marc, oui, puisque Aude et moi sommes toutes les deux commissaires à la Défense. Je réponds une partie, je vais répondre une partie, et si Aude veut... On va d'abord applaudir notre candidat. Voilà, alors France Lorchel de la liste Renaissance. Et France, d'abord, je suis très, très fier et très honoré que tu te joignes à nous ce soir. Et puis en même temps, je pense que tu vas nous parler des socles des droits sociaux, du progrès social, parce que chez nous, c'est vraiment très important, et de justice redistributive. Et peut-être veux-tu te présenter Oui. C'est que, Madame la Ministre, le train était à l'heure. Et... c'est pour ça que depuis qu'Elisabeth est ministre. Voilà, alors peut-être le temps que France, tu te poses, Carole et Aude vont répondre sur une question de défense. Et moi je suis pas mature, mais je suis très fier d'avoir des femmes qui sont à la défense. Ça, c'est remarquable. Alors je ne le souligne pas, mais je l'ai dit quand même, Sergi. Merci beaucoup. Non, simplement, c'est important pour nous, effectivement, ce budget de la défense et ce budget européen. De toute façon, il faut quand même se poser la question, et chacun peut peut-être se la poser ici, bien entendu, mais au sein de sa famille, c'est est-ce que vous avez connu, vous, spécifiquement la guerre ? La plupart vont vous dire non, je parle vraiment de guerre mondiale, bien entendu, par les parents, évidemment, et très peu autrement. Et pourquoi ? Parce que l'Europe a réussi aussi à s'entendre, on a réussi à faire une sorte de cohésion des peuples et d'avoir donc ces relations qu'on a créées. Donc par rapport au budget de la défense, oui, il y a des budgets qui ont été créés spécifiques où l'ensemble des États participent, le Fonds européen de défense qui a été créé en 2017, ainsi que la coopération structurée permanente. Je vous donne ces termes-là sans vous expliquer exactement ce que fait l'un ou l'autre, mais ça permet à chacun de participer pour pouvoir travailler en fait sur le R&D, le fonds de développement, en fait pour développer tout ce qui peut avoir un rapport avec la défense. Et ensuite, il y a depuis quelques mois une initiative européenne d'intervention où là nous avons qu'une dizaine de pays, dont l'Estonie, le Danemark, la Finlande, vous voyez, quelques pays qui ne sont pas obligatoirement, qui sont voilà, sur le nord, mais évidemment l'Espagne, évidemment en particulier l'Espagne, le Portugal, voilà, je vous en donne quelques-uns. L'ensemble de cette coopération permet d'avoir, une possibilité de commencer à travailler sur une souveraineté de la défense en Europe, pardon, excusez-moi, en Europe, mais parce que c'est la France qui est au travail de ce côté-là, une souveraineté, pourquoi ? Par rapport aux défis que l'on rencontre et par rapport aux grandes puissances actuellement, qui sont évidemment la Russie, et vous le savez, il y a eu des interventions, malheureusement, de la Russie sur certains pays européens, et puis la Chine, et notamment aussi les Américains, qui menacent de sortir un petit peu aussi de la défense européenne. Donc c'est à nous de travailler tous ensemble sur ce point de vue. Et comme vous l'avez dit, Monsieur Bureau, c'est mon père en fait, hein, donc voilà. C'est pas pour ça qu'il a posé la question, mais bon. Comme il y a un doute quand même. Il y a un petit doute. Non, parce qu'en fait, je souhaitais parler du canal Seine-Nord, mais ce sera peut-être une occasion à un autre moment. Mais, non, mais parce qu'on n'en a pas discuté ensemble, c'est que il y a donc l'ensemble des pays européens qui font partie, de cette coopération, qui notamment défendent sur des territoires extérieurs l'opération Barkhane que vous connaissez, parce que c'est la défense contre le terrorisme, notamment en Afrique. Et voilà. Et donc on travaille avec le Moyen-Orient, bien sûr. Mais je laisse la parole quelques instants à Aude. Non, pas beaucoup plus. Mais c'est vrai que en fait, il faut se dire que la France n'a pas les moyens, vu le coût d'investissement de tous ces nouveaux matériels, les drones, etc. Il nous faut l'Europe. Et c'est vrai que ce fonds européen qui vient d'être créé nous permet notamment de travailler sur les drones MAL. Et moi, je vous parlerai peut-être aussi un petit peu de la politique spatiale européenne, parce que nous y avons toute notre place et que sans l'Europe, nous ne pourrons pas poursuivre.
Et c'est vrai, une vraie fierté. Tous les satellites, tout passera par les satellites. Tous les renseignements passeront par les satellites. Et pour assurer notre souveraineté, il faut passer par l'Europe. On n'a plus les moyens financiers de faire cela seul. Voilà. Donc, il faut croire en l'Europe. Voilà. Et donc, nous avons une troisième question sur les transports routiers pollueurs et les gares ferroviaires. Merci. Alors effectivement, je pense que personne ne peut se satisfaire de voir de plus en plus de poids lourds qui traversent notre pays. Quand on habite au bord d'une route nationale ou départementale et qu'on voit des files de camions qui traversent le pays, on se dit mais pourquoi ces marchandises ne sont pas sur le rail? Je pense qu'il y a une explication qui est notamment le fait que nous, on a des taxes sur les carburants en France. Il y a beaucoup moins de taxes sur les carburants dans les pays voisins. Et donc, du coup, ces camions qui traversent notre pays, bien souvent, ils ont fait le plein en Belgique ou au Luxembourg. Et puis, ils traversent le pays et ils refont le plein en Espagne et ils repartent dans l'autre sens. Et puis, en plus, il y a ce sujet de dumping social dont je parlais. On peut avoir affaire à des chauffeurs qui sont moins bien payés que nos propres chauffeurs routiers. Et tout ça, ça fait effectivement que ça coûte, au bout d'un moment, ça coûte pas très cher, ça coûte même pas cher du tout d'utiliser le camion par rapport à utiliser le train. Donc je pense qu'on a besoin que le prix des carburants soit plus harmonisé en Europe et que ces camions qui traversent notre pays, qu'on trouve une façon de les faire participer à l'entretien de nos infrastructures, et ça rééquilibrera en même temps le coût du rail par rapport au coût de la route. Sur le transport aérien, c'est quelques pourcents de nos émissions de gaz à effet de serre, mais c'est vrai que quand on fait par exemple un Paris-New York, eh ben on émet plus de gaz à effet de serre, même si vous roulez en vélo toute l'année et que vous faites un Paris-New York, alors vous émettez plus de gaz à effet de serre que quelqu'un qui roulerait toute l'année en voiture, qui ferait des milliers de kilomètres par semaine. Donc effectivement, il faut réfléchir à la façon dont on prend mieux en compte les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien. Là encore, c'est un sujet qu'il faut traiter à l'échelle européenne, parce que si nous, on se met à mettre des taxes, par exemple, sur le kérosène en France, et que nos voisins n'en ont pas, c'est simple, les compagnies, au lieu de faire, par exemple, Toulouse-Paris, elles feront Barcelone, où elles auront pris du kérosène pas taxé, Toulouse-Paris. Et du coup, on aura autant d'avions dans le ciel, et les emplois seront chez nos voisins. Donc c'est un projet, ça fait partie de notre projet, de dire qu'on veut porter une taxation du transport aérien à l'échelle de l'Europe. Vous avez peut-être vu que récemment, dans les discussions à l'Assemblée nationale sur le projet de loi sur les mobilités que je porte, on a décidé de donner un signe en utilisant le produit d'une taxe qui est sur le transport aérien pour l'affecter au financement, notamment du transport ferroviaire. Je pense que c'est un bon signal qu'on peut donner à nos voisins, qu'on y croit vraiment sur le fait qu'il faudrait mettre cette taxation sur le transport aérien, y compris pour encourager les modes de transport plus écologiques. Et donc voilà, on donne l'exemple au travers de ce qu'on a décidé cette semaine. Merci. Alors, Gilles voulait rajouter une toute petite chose sur la transition écologique et on passe le micro ensuite à France. À partir de la première question, et pas avec uniquement la question agriculture, dans transition écologique et solidaire, qui est finalement un terme assez récent, on s'intéresse toujours à écologique, on s'intéresse aussi au solidaire, et puis on oublie toujours la dimension transition. Et c'est parce que précisément on a à réussir une transition que c'est un projet global et motivant pour nous tous. Une transition réussie, c'est une transition qui se donne le temps, mais qui commence vite, c'est-à-dire qui ne recherche pas des résultats rapides, des résultats symboliques, qui cherche des résultats en profondeur. C'est une révolution qui réunit tout le monde
et c'est pour ça que l'idée m'est venue de réagir à votre question. Pendant trop longtemps, on a vécu, y compris pendant les premiers mois de notre mandat, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, comme si forcément agriculture et écologie seraient antinomiques. Énorme erreur. Et dans notre projet sur l'Europe, précisément, on corrige très clairement cette erreur. Quand on dit qu'évidemment la transition écologique devra accompagner la transformation des exploitations dans le bon rythme, au bon tempo, pas du jour au lendemain. On ne casse pas tout ce qui existe, petit à petit. Troisièmement, une transition réussie, et ça je le dis très vite parce que Elisabeth en a donné 1000 exemples, c'est une transition globale. C'est-à-dire c'est pas simplement le contrôle des émissions de gaz à effet de serre, c'est pas simplement les pesticides, c'est un modèle global qui se réinvente. Et quand je disais tout à l'heure que ça devait être probablement notre rêve européen, c'est précisément parce qu'il est global. Quand on explique que 100% du budget européen, et ça fait des paquets de milliards, 100% du budget européen devra être compatible avec l'accord de Paris, ça fait véritablement un accord global. Quand on commence à expliquer que les appels d'offres devront tenir compte de la dimension écologique, quand on commence à dire que les importations polluantes devront être taxées plus lourdement que les autres, on réinvente petit à petit un modèle complet. Et ce modèle complet, petit à petit, nous amènera en effet à un modèle plus vertueux. Mais avec le temps, l'accompagnement et la réinvention globale du système. Et aussi réduire notre dépendance aux énergies fossiles, c'est aussi un intérêt géostratégique, puisque réduire notre dépendance au pétrole, vu les problématiques politiques et autres, je veux dire, donc notre souveraineté de la France, elle passe aussi par la souveraineté européenne, quoi qu'il en soit. Donc je vais passer le micro à France, qui va se présenter. Voilà, et tu nous racontes ton aventure Renaissance. Merci. Bonsoir à tous. Et alors vraiment, je suis absolument navrée, mais le train était parfaitement à l'heure. Je l'ai simplement loupé. Voilà. Alors, dimanche, il ne faudra pas louper le train de l'Europe, ça c'est sûr. Donc, je suis un très bon contre-exemple, évidemment. Alors, effectivement, je suis très heureuse et très honorée d'être sur la liste Renaissance. Pour vous donner un petit peu quel était mon parcours, je suis strasbourgeoise. Et puis, assez naturellement, j'ai pris la route de l'Europe. Ça n'a pas été facile. Je suis allée terminer mes études dans une école qui s'appelle le Collège d'Europe à Bruges, en Belgique. Et quand je suis arrivée là-bas, on me demandait, mais quel est votre prénom, quel est ton prénom, etc. Et alors je disais France. Et alors on me regardait d'un air complètement catastrophé en me disant, mais non, pas ton pays, ton prénom. Alors c'était très dur. Et tout ça pour dire cette petite anecdote, en fait, c'était mon premier contact finalement avec les autres Européens. Ce collège où vivait pendant 9 mois avec 300 étudiants qui viennent de tous les pays d'Europe et même un petit peu au-delà, parce qu'il y a des étudiants de l'extérieur de l'Europe qui s'y intéressent également. Et on vit ensemble, on travaille ensemble, on apprend vraiment à travailler ensemble, à travailler avec d'autres cultures, d'autres façons de penser, d'autres façons de voir les choses. Et c'est extrêmement formateur. Puisque effectivement l'Europe, c'est pas juste de se dire aussi que la France a de très bonnes idées et qu'on va les imposer aux autres. Il faut vraiment que ce soit un travail collectif et une conviction collective. Et pourquoi je vous ai raconté cette petite anecdote du début? Parce qu'en fait, le contact avec les autres personnes venant des autres pays européens est toujours source d'énormément de quiproquos. Et vous en avez certainement fait l'expérience quand on parle d'autres langues ou quand on écoute des étrangers parler français, ils se trompent, il y a des quiproquos. Il faut essayer vraiment de faire un pas vers l'autre, d'essayer de le comprendre pour passer outre. Et ce qui se passe dans les relations interpersonnelles se passe également entre les États membres. Et par la suite, quand j'ai quitté ce collège, je suis rentrée assez rapidement à la Commission européenne. Donc je suis un peu ce visage de cette technocratie pas très aimée en France, mais pas qu'en France.
Et à la Commission européenne, j'ai participé à pas mal de négociations dans le domaine de la politique d'immigration et d'asile. Et là aussi, il fallait, quand un pays disait non, on n'est pas d'accord, il fallait essayer de comprendre pourquoi. Et souvent, c'était à cause de quiproquos, de choses qui n'étaient pas très bien comprises ou mal exprimées, ou avec des codes culturels ou des codes d'éducation différents. Et c'est pour ça que quand je regarde en arrière et quand je vois tout ce qui a été construit, sachant ces difficultés que j'ai pu vivre moi au quotidien au sein de la commission, au sein des négociations, quand je vois tout ce qui a été construit, je suis vraiment admirative parce que le chemin parcouru est extraordinaire. Justement, on a réussi à dépasser toutes ces différences, ces mécompréhensions pour bâtir quelque chose en commun. Et alors évidemment, j'étais plutôt dans un domaine, vous allez me dire, où il y a beaucoup d'imperfections, puisque cette politique d'asile et d'immigration, elle est très critiquée au niveau européen. Il y a beaucoup d'attentes de l'Europe sur ces questions-là, et elle est très imparfaite. Et en fait, pourquoi est-ce qu'elle est imparfaite? Parce que ce n'était pas un des domaines prioritaires au départ de l'Union européenne. D'abord, l'Union européenne s'est construite entre ses États membres. On a développé les libertés, la liberté de circulation des travailleurs et des personnes, la liberté de circulation des capitaux, de la libre prestation de services. On n'a pas forcément... c'est seulement dans un deuxième temps qu'on a pensé à faire des politiques accessoires, et c'était vu comme tel. La politique d'immigration était une politique accessoire pour un peu harmoniser les règles d'entrée dans les pays européens qui ensuite bénéficiaient de cet espace de libre circulation. Et quand moi je suis rentrée à la Commission à la fin des années 90, il y avait les premières crises, je dis ça avec des guillemets, avec beaucoup de guillemets, puisque mon premier souvenir c'était la découverte dans un camion de 9 migrants clandestins chinois qui étaient morts asphyxiés dans ce camion. Et ça a été un premier choc pour nous, un premier traumatisme, parce qu'on s'est dit, mais il y a des gens qui pour rentrer dans l'Union européenne, ils trouvent la mort en fait, meurent en voulant rentrer dans l'Union européenne. Et évidemment, cette réalité qui nous avait choqués à la fin des années 90 est devenue encore plus dramatique depuis 2015, dans les années 2000, 2010 et jusqu'à maintenant. Tout ça pour dire que on a essayé de poser les jalons de cette politique d'immigration, et l'autre difficulté à ce moment-là était également parce qu'on a mis ensemble les ministres de l'Intérieur. Et ces ministres de l'Intérieur et les administrations des ministères de l'Intérieur se retrouvaient pour négocier ensemble à Bruxelles, mais n'avaient absolument pas l'habitude de négocier ensemble. Ce n'étaient pas des administrations qui, depuis 30 ans ou 20 ans, négociaient régulièrement ensemble. Donc ils ont dû apprendre à se faire confiance, à négocier et à trouver des bases communes, à trouver des terrains d'entente communs. C'est pour ça que cette politique d'immigration s'est mise en place, j'allais dire même pas tellement lentement, puisque ça fait à peine une vingtaine d'années, mais qu'elle est encore imparfaite aujourd'hui, parce qu'elle s'est aussi construite dans une série d'urgences. Je vous parle de cette immigration des clandestins chinois, mais il y avait aussi à ce moment-là la fin de la guerre en ex-Yougoslavie, la crise du Kosovo qui a entraîné des déplacements de population. Il y a eu Ceuta et Melilla également des crises à ce moment-là. C'est l'enclave espagnole qui est située sur le territoire marocain. Donc on a aussi toujours réagi dans l'urgence. Alors on a posé des bases, mais ces bases sont encore incomplètes. Et c'est là que le programme Renaissance, justement, intervient en disant qu'effectivement, ce n'est pas une politique facile, loin de là. Je ne suis pas sûre que quelqu'un a une solution facile à mettre sur la table. On est sur un chemin de crête, je dirais, qui est de rechercher un équilibre entre un accueil extrêmement humain des réfugiés
qui sont persécutés et qui pour cela répondent à un certain nombre de critères pour obtenir le statut de réfugié, et également de la fermeté pour ceux qui ne respecteraient pas les règles. Mais fermeté ne veut pas dire inhumanité, il faut aussi les traiter avec humanité, même s'ils ne respectent pas les règles. Voilà. Alors nous pourrons en discuter si vous avez des questions plus précises là-dessus. Je ne veux pas être trop longue non plus, mais on m'a aussi posé la question sur le socle commun des droits sociaux, et effectivement, c'est un peu... non, c'est pas lié du tout, mais... Disons qu'avec cette politique d'immigration, on a remarqué très clairement, quand moi je suis rentrée à la Commission européenne, effectivement c'était avant l'élargissement. Et là, il y avait plutôt une opposition nord-sud dans l'Europe. Et à la faveur de la politique d'immigration, on s'est rendu compte qu'il y a une fracture est-ouest très marquée. Et je me souviens qu'Angela Merkel avait dit au moment du pic de la crise en Grèce, de l'arrivée des migrants en Grèce, elle avait dit, et que tout le monde se renvoyait la balle et personne ne voulait prendre vraiment ses responsabilités et ne savait pas en fait comment traiter la question. La vérité, elle est là. C'est pas tellement qu'on s'est renvoyé la balle, mais c'est que c'était quand même un phénomène qui était sans précédent et qu'on n'a pas su clairement traiter. Et elle avait dit que c'était son pire conseil européen, que c'était celui qui était sur l'immigration, parce que les fractures se sont fait jour. Et il y a d'autres fractures sous-jacentes qui étaient aussi des fractures sociales, puisque effectivement, c'était ce qui a surtout émergé pendant la campagne présidentielle également, la question des travailleurs détachés, qui, à la faveur de la libre prestation de services, c'est-à-dire une entreprise rend un service, répond à un service dans un autre État membre et amène ses propres travailleurs avec elle. Tout ça semblait tout à fait correct. Mais en fait, il y a eu une explosion de ce travail détaché à la faveur du fait des différences de salaire entre les différents pays, salaire et cotisations sociales. Donc dans le premier temps, le président Macron effectivement avait fait le tour de l'Europe pour modifier la première directive et faire en sorte qu'il y ait travail égal, salaire égal dans les États. Mais maintenant, il va falloir aussi œuvrer sur les cotisations sociales pour éviter que, effectivement, ces différences de cotisation donnent un avantage trop favorable aux travailleurs détachés. Je dirais, moi, d'un point de vue vraiment européen, si je puis dire, les 4 libertés sont quelque chose qui est absolument gravé dans le marbre au niveau de la Commission européenne, on ne peut pas y toucher. Mais en même temps, je pense qu'il va falloir peut-être un jour s'interroger aussi sur une hiérarchie entre ces libertés. Et nous avons une libre circulation des travailleurs qui permet aux travailleurs des autres pays européens de venir travailler dans un autre, en France par exemple, s'ils trouvent un travail, et à ce moment-là, ils sont considérés comme des travailleurs français, ils ont le droit au même salaire et aux mêmes cotisations sociales qu'un travailleur français. Et à côté de ça, on a créé quelque chose d'autre qui est le travail détaché. Et je pense qu'à un moment donné, il va quand même falloir s'interroger aussi pour dire qu'il n'y a qu'une seule libre circulation des travailleurs et que c'est celle qui est garantie par les traités et qu'il ne faut peut-être pas avoir encore quelque chose d'autre lié à la libre prestation de services qui s'appellerait le travail détaché. Mais ça, je pense que ça fait l'objet du programme Renaissance, mais ça fera l'objet de négociations à Bruxelles. Au-delà de ça, bon, je vais peut-être m'arrêter là parce que je suis trop bavarde. Je vais peut-être vous laisser poser des questions. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci France. Et puis, je sais que dans ton cheminement, tout ce qui est sous-tendu, c'est aussi la réflexion éthique qui est importante, comme pour nous, dans l'accueil de tous ces gens qui finalement viennent parce que c'est la misère qui les pousse, parce qu'il y a des changements climatiques, etc. Et que, bien sûr, la meilleure intégration, c'est la langue et puis le travail. Donc, on va continuer pour une série de questions. Donc, on vous laisse lever le bras pour ceux et celles qui voudraient poser une question. Karim, puis donc monsieur, et puis monsieur. Voilà.
je me lève. Bonsoir à tous. David Alvarez, donc j'ai 2 métiers. Je suis salarié dans une entreprise d'insertion qui s'appelle Le Relais, vous connaissez. Et puis j'ai une étiquette d'entrepreneur, micro-entrepreneur depuis 2010. Voilà, je permets aux gens de s'épanouir dans ce qu'ils font. C'est du développement personnel. Je me réjouis d'être là avec vous et que vous soyez là à défendre avec autant de ferveur le projet pour l'Europe. Je suis un petit peu plus optimiste. Moi, j'aurais plutôt nommé ça émergence plutôt que renaissance. Et à ce titre-là, j'ai une question. C'est parce que je trouve important. Je trouve que ça se construit, comme vous le disiez tout à l'heure, souvent par vagues et dans l'urgence. Oui. Et ça se construit surtout, j'ai remarqué, entre adultes. J'ai 3 enfants, c'est 3 filles, 16 ans, 13 ans et 8 ans. Je côtoie beaucoup d'enfants et je trouve qu'ils n'en savent encore moins que nous sur l'Europe. Or, à mon avis, c'est eux qui vont la faire émerger et la construire. Donc ma question, c'est que est-ce qu'il y a de vraies grandes intentions au niveau de la pédagogie vers les enfants sur l'Europe et ce qu'elle va devenir? Parce que je trouve qu'ils ont éperdument besoin de savoir ce qui s'y passe, ce qu'on compte fabriquer avec cette machine-là, dont ils ne savent quasiment rien. Et je suis même prêt à me mettre à votre disposition pour y travailler si vous le souhaitez. Voilà. Merci. Merci. Monsieur derrière aussi, Karim, je te laisse faire passer le micro. Bonjour, Paul Girand de Saint-Quentin. Je travaille avec la Maison de l'Emploi et je travaille sur les fonds européens et les fonds FEDER. Et je voudrais reparler du canal Seine-Nord, parce que c'est aussi des investissements. On sait qu'il y a un budget de 4 milliards et plus, et que l'Europe va contribuer à près de 2 milliards. Et ensuite, les autres régions, mais pour l'instant, c'est programmé, mais ce n'est toujours pas commencé. Voilà, c'était... Très bien. Bien, merci. Une troisième question, et puis une quatrième. Donc, voilà. Et puis, Alain Delforge, donc vice-président de la com d'Aglo voisine Chauny-Terny-la-Ferme et président du Pays Chaunois. Et à ce titre, j'aurais une interrogation qui rejoint un peu notre camarade de l'autre côté sur les fonds européens et sur la surtransposition et les règles qu'on peut mettre sur un certain nombre de dispositifs. Je pense notamment, nous sur le Pays Chaunois, on est éligible au programme LEADER. Pour ceux qui ne savent pas, c'est grosso modo le petit frère de la PAC. Et c'est destiné pour les territoires ruraux, pour innover, pour faire des tas de choses. Et quand on a été éligible nous, dans le Pays Chaunois, je me suis dit, voilà, c'est l'Europe qui frappe à la porte, puisqu'on peut financer des projets à partir de 1 000 € jusqu'à plusieurs millions. Donc c'est vraiment l'Europe de façon concrète. Et on s'aperçoit que sur le dernier programme, qui est 2014-2020, il a fallu, avec un certain nombre de règles, quasiment 4 ans pour avoir les premiers projets qui débouchaient, parce qu'on a des mécanismes de validation qui sont très longs. Et après 1 an d'expérience, je me dis, finalement, ceux qui ont besoin des fonds, surtout ne venez pas chercher ces fonds-là tellement il y a de formalisme, et ceux qui n'en ont pas besoin, là, je vous accueille à bras ouverts, parce que là, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, on a des vraies questions en termes de formalisme à se poser. Et alors j'aurais une deuxième question, je vais en profiter, c'est en matière de numérique et voir un peu comment l'Europe se positionne dessus, quand on voit au travers de 2 exemples, notamment Google qui sur l'intelligence artificielle investit cette année 14 milliards de dollars. Sur l'ensemble de l'Union européenne, on doit être à 7 milliards. Grosso modo, on perd 6 mois tous les ans. Comment on peut lutter face à ça? Et on voit aussi aujourd'hui avec l'actualité, avec Huawei, Google et tout ce qui s'ensuit, on voit que finalement on n'est que des pions au milieu de tout ça et comment on peut réagir. Bonsoir, moi c'est Laetitia, donc je suis maman de 4 enfants, donc je rejoins monsieur par rapport à l'Europe. Moi je me demande un petit peu ce qu'on apprend à nos enfants à l'école, parce que en fait ils ne parlent absolument pas de l'Europe. C'est vrai qu'ils n'en parlent pas assez. Nous on en parle beaucoup à la maison parce qu'on est des parents ouverts, mais sinon c'est vrai que je trouve qu'à l'école on n'en parle pas beaucoup. Donc on devrait beaucoup plus parler de tout ça avec eux.
parce que bah, c'est quand même pour eux c'est quand même pour leur avenir plus tard. Mais de tout ça, moi, ce que je retiens de tout ça, en fait, dans l'éducation nationale, il y a un problème. Parce que moi, j'ai une petite fille qui est en difficulté, bah, elle a 14 ans, donc elle est en classe de SECPA, et en SECPA, en fait, on n'entend pas parler d'Europe non plus. On leur apprend pas tout ça, et on ne sait pas, en fait, ce que nous, on peut bénéficier par rapport à l'Europe sur nos enfants qui sont en difficulté ou handicapés. Donc je voulais savoir ce que vous comptez faire pour arranger tout ça. Sur le canal, l'une et l'autre. En fait, l'Europe joue vraiment un rôle fondamental pour nous permettre la réalisation de ce projet. Je le disais, l'Europe est prête à financer à hauteur de 50% le projet. C'est vrai vous savez que ça fonctionne par tranche pluriannuelle, donc sur cette période, on a sécurisé des financements et on a finalisé, là, on vient juste de finaliser ce qu'on appelle un acte d'exécution, c'est-à-dire c'est l'engagement réciproque des pays qui sont intéressés, évidemment nous, et aussi nos amis belges, et l'Europe. Donc on a sécurisé ces financements pour cette période budgétaire, mais aussi pour la prochaine. Et donc je pense que ça nous permet de lancer ce projet en toute confiance sur l'appui qu'on aura de l'Europe. Voilà, la partie nord. Non, c'est simplement, merci Madame la Ministre, simplement par rapport à ce que vous avez posé comme question. Donc c'est 4,7 milliards environ. Hein. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'effectivement, ce n'est pas simplement dans les Hauts-de-France. Il y a évidemment l'Oise, mais j'allais dire que l'Aisne est en train de discuter aussi pour pouvoir avoir peut-être une participation, puisqu'il y a déjà 6 départements qui ont pris part au financement, parce que là, actuellement, c'est la région, donc la région, les départements, bien entendu, qui participent aux travaux qui ont alors commencé, pas les travaux directement du canal, c'est-à-dire qu'il n'est pas creusé, mais tout ce qui concerne les travaux, en tout cas les aménagements de compensation qui ont démarré donc dans ma circonscription, à Bienville, à côté de Compiègne, et à Ribécourt avec un lycée horticole. Et là, je rejoins un tout petit peu ce que disait Madame par l'implication des jeunes. Ce sont des jeunes de lycée et des jeunes de BTS qui travaillent sur une parcelle qui leur a été attribuée pour justement faire des plantations et puis donner leur avis aussi sur ce qu'ils veulent le long de ce canal. Donc l'implication des jeunes, elle est évidemment, c'est un lycée horticole, donc elle est particulièrement. Donc le financement de la région et des départements. Et pour l'Aisne, et nous en parlons assez régulièrement avec Marc, c'est évidemment toute cette région autour de Tarnier, en tout cas parce que nous sommes vraiment voisins tous les deux. Et voilà, au groupe d'études bien entendu, et tu es très présent d'ailleurs à celui-ci. Et donc l'idée, c'est évidemment que c'est un transport qui sera, on va dire, écologique d'une certaine manière, bien solidaire, puisque les contrats qui seront passés seront des contrats aussi avec, j'ai perdu le terme, mais le contrat solidaire, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des emplois qui soient des emplois avec des personnes... Pardon ? Oui, les clauses d'insertion, voilà. Merci Madame la Ministre. Les clauses d'insertion, donc obligatoirement, avec donc des emplois qui seront sur la région, et notamment de l'Aisne, bien entendu, de l'Oise et de la Somme, et nous continuons. Et c'est vraiment le canal, ça nous permettra de relier le centre, en tout cas le Paris, évidemment, donc la Seine, à l'Escaut, et donc ça relie la France à l'ensemble de l'Europe du Nord. Et c'est un projet soutenu sans l'Europe, c'est ce que vous avez dit, Madame la Ministre, et je le répète, sans l'Europe, ce projet ne pourrait pas se faire. Donc ça veut dire que ça démarre. Oui, ce ne sont pas les travaux, je vous disais, de creusement, mais c'est déjà démarré. Si vous allez dans cette région-là, vous verrez justement les aménagements, 3000 arbres qui ont été plantés, des saules, des aulnes. Et j'y suis allée justement avec Dominique Riquier hier. Je suis allée avec lui sur ce canal et sur Longueuil-Sainte-Marie, puisque évidemment il y a le projet Magéo qui est en dessous, qui a été consolidé dans le rapport Duron.
Madame la ministre avec le budget donc a été confirmée aussi sur cette portion, et qui permettra d'avoir justement, alors simplement, et je laisse la parole, c'est la possibilité d'avoir des péniches, que là vous connaissez certainement, Frécinet, mais des barges qui pourront porter l'équivalent de 220 à 250 camions. Et vous parliez, Madame la Ministre, du problème des camions sur nos routes, et l'autoroute 1, on peut le voir très régulièrement. Ça nous permettra aussi de désengager ce trafic routier. Merci. Et puis, pour rebondir, tu sais qu'ici, on a des régions de betteraviers, et que dans les betteraves, 70% du coût, c'est le transport. Alors, je peux vous dire que si tu m'annonces que tu peux mettre, moi j'ai dit 150 camions, mais je dis 200 camions sur une barge, ça nous intéresse parce qu'on améliore aussi la compétitivité pour tous nos agriculteurs. Et il y a déjà des travaux en amont et en aval du canal. Oui. Simplement lié, parce que je parlais de l'écologie évidemment, mais c'est surtout pour les emplois, bien entendu aussi de notre région, les emplois pendant la phase de travaux, et notamment ensuite les emplois induits par tout le travail qui sera fait évidemment autour, parce que la région et les collectivités veulent participer pour pouvoir mettre des plateformes. Enfin, ça ne va rien de regarder que les péniches passées, évidemment, c'est une chose, mais c'est pas le plus important pour notre territoire, et donc ça nous amènera évidemment entre 15 000 et 30 000 emplois en fonction des années. C'est porteur pour l'emploi, voilà. Exactement. Voilà, alors les céréaliers, les betteraviers, ça vous intéresse. Monsieur Alvarez avait posé une question sur l'identité et la conscience européenne, notamment chez nos jeunes, très jeunes enfants. Qui veut répondre? Moi, je partage tout à fait ça. Alors, mes enfants sont un peu plus grands que les vôtres, que vos filles, ou que votre fille, et ça me désespère. Ça me désespère. Parce que moi, si j'ai aimé la politique, c'est grâce à l'Europe. C'est parce que, et si je me suis engagé, alors que je faisais tout autre chose, il y a 3 ans, aux côtés d'Emmanuel Macron, c'était d'abord parce que, pour la première fois depuis très longtemps, un homme d'État qui se présentait au suffrage de ses concitoyens disait « L'Europe n'est pas un problème, c'est notre solution ». Et que ça me permettait de m'engager à ses côtés. Et quand je vois avec mes enfants, quand j'en discute, notamment à l'occasion de ces élections européennes, je trouve que l'électorat encéphalogramme est plat. Alors qu'ils sont passionnés par la politique, par ailleurs. Je ne dis pas forcément qu'ils sont passionnés par Macron ni par leur père. Hein. Mais enfin, ils sont passionnés par la politique. Et quand je leur parle d'Europe, papa, arrête, tu sais bien, ça ne marchera jamais. Mais enfin, mais à ton âge, comment peux-tu encore y croire? C'est ce type de remarques que j'ai suivies, et franchement, là j'en parle en souriant, mais ça m'attriste. Ça m'attriste profondément. Alors, on ne va pas se contenter de ce constat sombre. Le programme, ça m'attriste, ça va pas mal, elle est pas mal. Elle est pas mal, à 21h30, c'est pas mal. Il y a dans ce programme, et ça ne sert à rien que je le lise devant vous, plusieurs mesures qui permettront de rendre l'Europe plus accessible, plus concrète aux jeunes. Il y a une immense réussite quand même en Europe, c'est Erasmus. Et là, on va mettre le booster. Il y a 80 000 Français qui bénéficient d'Erasmus. On veut multiplier ce chiffre par 5 d'ici 2024, multiplier par 3 les budgets, et notamment ouvrir Erasmus à une catégorie de jeunes qui aujourd'hui n'y ont pas accès, c'est des apprentis. Et là, vous voyez l'exemple typique où notre ambition européenne rejoint notre politique nationale. Une des grandes réformes qu'on a portées depuis 2 ans, c'est la réforme de l'apprentissage. L'apprentissage, il ne doit pas rester franco-français. Il doit s'ouvrir. On va créer une grosse vingtaine d'universités européennes, où là, il y aura des cursus et des diplômes communs. Et la question des équivalences et tout ça disparaîtra. On sera diplômé d'universités européennes et elle sera reconnue partout en Europe de cette manière-là. Bon, il y a plein d'autres choses qui joueront dans ce sens-là. Ça ne sert à rien que je lise le programme, vous le verrez. Mais il y a aussi la dimension du rêve. Je reviens à ce thème-là parce que je pense qu'il est fondamental. Pour faire aimer le projet européen, il faut qu'on puisse s'accrocher à quelque chose qui nous dépasse. Et de ce point de vue-là, le rêve que nous avons évoqué tout à l'heure et que Elisabeth a si bien décrit, le rêve écologique, ça
c'est un rêve qui parle aux jeunes et aux jeunes Européens. Et c'est une des raisons de plus pour lesquelles nous n'avons pas le droit de le louper. Cette transition écologique et solidaire, ça, les jeunes ne nous le pardonneraient pas. Et s'ils commencent à voir que ce projet commence à ressembler à quelque chose, avec des mesures importantes, visibles, qui nous permettent de montrer qu'on progresse sur les questions du climat, sur les questions de la biodiversité, sur les questions des transports, sur la question de la fin des plastiques, sur la question d'une agriculture petit à petit qui permet d'être moins dépendante des pesticides. À ce moment-là, je pense que ça pourra enclencher quelque chose. Parce que la principale motivation aujourd'hui des jeunes dans leur rapport à la politique, en France ou en Europe, c'est très clairement la question écologique. Donc là, on doit pouvoir jouer. Et puis, évidemment, il y aura quelque chose qui sera intéressant, c'est cette mesure, alors là, qui a été portée très tôt par le président de la République, et qu'on va arriver probablement à mettre en œuvre, c'est que dans chaque classe, dans chaque établissement scolaire, on bâtisse un projet européen. Et que ce projet européen, une fois qu'il aura été construit, et qui sera l'occasion de faire de la pédagogie autour de l'Europe, puisse être partagé par des échanges, qu'il puisse y avoir des voyages, les fameuses classes découvertes où on envoyait, où vous envoyez, vous maintenant, nos enfants, ben, il n'y a pas de raison qu'ils se fassent uniquement sur le territoire français. On peut monter des systèmes qui permettront des échanges. Puis il y a le numérique, qui va permettre de faire des jumelages des établissements qui s'échangeront leurs projets à travers le numérique entre différentes classes. Alors, je vais peut-être répondre sur la façon dont on peut résister ou dont on peut se positionner par rapport aux géants du numérique. C'est clair que c'est pas chaque pays qui va bâtir son champion. Et on a déjà l'expérience de ce qu'on sait faire à l'échelle de l'Europe. On parlait de ce qu'on pourra faire dans le domaine de la défense. Je voudrais rappeler que, par exemple, à l'échelle de l'Europe, on a aussi mené le projet Galileo, les satellites qui nous permettent d'avoir un GPS européen qui est plus performant que le GPS tel qu'on le connaît et qui, du coup, permet des nombreuses applications, par exemple sur la navigation aérienne pour mieux utiliser notre espace aérien, qui permettra aussi demain de gérer aussi nos véhicules, les voitures autonomes, les navettes autonomes demain. Et on voit que quand on unit nos forces entre pays européens, alors on est capable, évidemment, parce qu'on a des chercheurs formidables, parce qu'on a des laboratoires d'intelligence artificielle qui sont excellents, et l'objectif c'est quand même que les chercheurs restent en Europe et n'aillent pas dans les laboratoires dans d'autres pays. Évidemment, on est capable de proposer et d'être aussi performant que ces géants numériques. Après, il faut aussi que tout le monde joue le jeu, par exemple, qui paye des impôts, qui respecte les règles, qui respecte aussi nos valeurs, qu'on puisse vérifier les contenus, la traçabilité de ce qu'ils font de nos données. Et c'est vraiment une des grandes avancées aussi, vous savez, du règlement européen sur la protection des données personnelles, c'est de dire qu'il n'y a pas des entreprises mondiales qui ignorent les États, qui s'affranchissent de toutes les règles et qui, quelque part, imposent leurs lois à tous les citoyens de la planète. Et je pense que ça, on sait le faire en étant fort à l'échelle de l'Europe. Et ben voilà des jeunes qui viennent s'intéresser à l'Europe, c'est formidable ça. Et puis on a abordé, je voulais juste reprendre sur l'apprentissage, parce que vous avez les CCI et les CFA par exemple, vous avez des applications qui sont vraiment très bien faites. Et c'était, vous avez Mobile App, si vous avez Mobile App sur votre ordinateur, vous avez tout un système qui peut pour les apprentis, avec les CFA, qui peuvent justement prendre en charge l'hôtellerie, la restauration, l'apprentissage, le financement, pour ouvrir vers l'Europe. Et puis, puisque Madame la ministre des Transports est ici, il y a le système Discover Europe aussi, qui permet aux jeunes de voyager, et c'est une trentaine de pays, les Européens, mais aussi la Norvège, il y a aussi la Serbie, la Turquie, le Liechtenstein, etc.
Donc vraiment favoriser la découverte, la mobilité. Puis pour les jeunes enfants, vous avez raison, M. Alvarez, moi je suis prêt à en parler avec vous sur des expériences innovantes pour les jeunes enfants, parce que c'est l'âge de la découverte, de l'éducation artistique aussi à ce niveau-là. Et là, on pourrait introduire aussi de l'Europe à travers l'apprentissage de la musique, de la lecture. Bien sûr que de l'école obligatoire dès 3 ans et l'apprentissage des fondamentaux et tout ce qu'amène le ministre de l'Éducation nationale, on peut introduire aussi de l'Europe effectivement chez les plus jeunes. Je crois que là c'est vraiment important justement de commencer très très jeune l'apprentissage de l'Europe. Voilà. Alors on avait autre question, peut-être France, veux-tu rebondir là-dessus? Oui. Merci. C'est pas la question la plus facile, celle sur les fonds européens. Alors, quand j'étais à la Commission européenne, je suis arrivée à un moment donné où la Commission est tombée. En fait, il y a eu la démission de la présidence du président Santer. Et c'était pour... alors, officiellement, pas tellement, mais il y avait des questions de redistribution des fonds européens et des soupçons de fraude. Donc, en fait, la Commission a renforcé les contrôles sur chaque euro dépensé par le budget européen. Donc là où normalement vous avez soit un contrôle a priori, soit un contrôle a posteriori, lorsque la Commission débloque le budget, elle a le contrôle avant et après. Donc, ce qui fait que ça alourdit les procédures, ça complexifie les choses, et en plus, effectivement, qu'elle dépense 1 euro ou qu'elle en dépense 2 millions, les procédures sont les mêmes. Donc je crois qu'il y a énormément de complexité qui a été faite pour la bonne cause, effectivement, pour éviter les fraudes, pour éviter... et ça a assez bien marché, parce que finalement, il y a assez peu de fraude au niveau européen, dans les différents États. Mais je crois que maintenant, ça va être aussi le rôle des députés européens de faire remonter, effectivement, que... alors, c'est pas le rôle du Parlement n'aura pas de pouvoir là-dessus, mais il pourra évoquer ces questions dans ses relations avec la Commission en disant effectivement qu'il y a quand même un ras-le-bol, j'allais dire, face à tant de complexité, et qui ne permet peut-être pas d'ajuster au mieux les fonds là où on en a besoin, parce que ce sont effectivement les entreprises de consultants qui savent le mieux répondre aux appels d'offres, aux appels à propositions, qui remportent les projets et remportent les financements, alors que là où il y en aurait besoin, c'est pas forcément là où ça arrive. Donc je crois que là il y a vraiment aussi un rôle de la part des personnes qui veulent bénéficier de ces fonds, de faire remonter un certain nombre d'informations sur toute cette complexité, la complexité que je dirais inutile. Alors après, il faut aussi voir que on est sur 28 États membres, que tout doit être compris, etc. Donc c'est pas toujours la simplicité n'est pas toujours très simple à mettre en œuvre. Mais voilà. Mais je crois qu'il y a un pouvoir d'évocation qui est de part et d'autre. Merci France. Alors je propose qu'on prenne une dernière salle de questions et après on se retrouve autour d'un pot amical pour continuer à discuter si vous le désirez. Donc, alors, Madame. Bonsoir, je m'appelle Evelyne Gentil et mes questions vont concerner, je suis désolée d'y retourner. En tant que membre de l'association Nous voulons des coquelicots sur les pesticides. Alors, j'ai noté que vous comptiez arrêter le glyphosate en 2021. Vous savez qu'il est reprolongé par l'Europe jusqu'en 2022. Pourquoi 2021? Pourquoi pas avant? C'est quand même un produit dangereux, tout le monde le sait, sur la santé. Deuxièmement, j'ai été navrée récemment d'apprendre qu'il y avait en France des gens qui produisaient des insecticides interdits par l'Europe, et il y a eu une prolongation de l'autorisation de fabrication de ces insecticides pour les pays hors de l'Europe. C'est un peu un scandale, je trouve. Enfin, troisièmement, la PAC est votée
2020, je crois. Elle est en renouvellement et les aides vont diminuer, en particulier sur le deuxième pilier qui concerne le développement rural. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Bonjour, Francis Riloger, j'ai un master en chimie verte pour être précis, et je cherche une thèse cifre. Actuellement, je ne trouve pas de travail dans mon domaine en fait. Et je trouve ça alarmant parce que moi, quand j'ai fait ma formation à Reims, la plupart des financements de recherche viennent de l'Union européenne, en ce qui soit en termes de développement de chimie verte ou en termes de Natura 2000, les développements des protections des milieux. Et nous sommes un pivot de cette transition. On a besoin de développer des nouveaux produits, voilà. Et dans le programme, il n'y a rien concernant l'innovation, que ce soit dans mon domaine ou dans d'autres domaines scientifiques ou culturels. Que comptez-vous faire, s'il vous plaît? Le programme de Renaissance est très ambitieux. Je voulais savoir avec quel groupe les députés élus seront rattachés au niveau de l'Assemblée de l'Europe. Des coquelicots. Voilà. Enfin, je pense que la question que vous posez est intéressante et importante parce que ça pose la question du rythme des transitions. Et c'est un peu les débats qu'on a eus ces derniers mois, vous voyez, où pendant que certains nous ont dit sur votre projet de taxation du carbone, vous allez beaucoup trop vite, c'est insupportable. D'autres nous disaient, mais enfin franchement, vous n'en faites pas assez. Donc du coup, c'est quand même toujours des débats de ce type-là. Vous voyez, madame, vous dites on devrait arrêter le glyphosate tout de suite. Mais a priori, il y a des gens qui utilisent du glyphosate. Ça fait partie... il y a des agriculteurs qui utilisent du glyphosate. Donc je pense qu'il faut être ambitieux. C'est tout le débat qu'on a. Et c'est pour ça aussi qu'on a décidé d'avoir une conférence avec des citoyens. Vous savez que le président de la République a annoncé la mise en place de cette conférence de citoyens pour discuter justement, quand on a dans le pays des gens qui nous disent vous allez trop vite, d'autres qui nous disent vous n'en faites pas assez, je pense que c'est important que chacun puisse s'entendre et qu'on puisse évidemment trouver ensemble le bon niveau d'ambition qu'on porte. On a ça dans tous les domaines. Dès qu'on parle d'environnement, en fait, vous êtes en train de porter des enjeux pour l'avenir et vous percutez des sujets qui viennent souvent de loin et en tout cas du présent. Si vous parlez de la protection des loups, je peux vous assurer que les défenseurs de l'environnement, ils trouvent que c'est formidable, qu'il faut absolument protéger les espèces. Puis vous avez des éleveurs qui trouvent ça moins bien. Et je pense que c'est vraiment le cœur du sujet de la transition qu'on a à mener, c'est comment on arrive à avoir la vision du long terme, de ces enjeux du long terme, qu'on se donne l'ambition la plus forte, en même temps en permettant aux citoyens qui vivaient dans le monde tel qu'on leur avait conseillé de faire. Je peux vous donner un autre exemple. Aujourd'hui, on se dit qu'il faut faire très attention à la ressource en eau. Les agriculteurs, ils vivent ça au quotidien, ils vivent, y compris avec le réchauffement climatique, des problèmes de sécheresse. Et puis bien souvent, on les a poussés dans un modèle d'irrigation. Il y a même une époque où on leur donnait des primes quand ils irriguaient. Puis du jour au lendemain, on ne va pas leur dire écoutez, non, ça ne va pas du tout, excusez-nous, on s'est trompé, donc on change tout du jour au lendemain. Donc ce débat-là, il est au cœur, c'est pour ça qu'on parle de la transition écologique et solidaire, parce qu'il faut la faire, cette transition, mais il ne faut pas laisser les gens sur le bord du chemin, et c'est le cœur du débat qu'on aura en France, et qu'il faut avoir à l'échelle de l'Europe, pour qu'on soit les plus ambitieux, parce que c'est pas en mettant le pied sur le frein, vous savez, qu'on va gagner. Moi, je suis convaincu, par exemple, qu'on a raison de se donner des objectifs ambitieux sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre de nos voitures. Alors, les constructeurs automobiles nous disent « Oulala, c'est des objectifs très ambitieux, on a dit
moins 37,5%. C'est là qu'on voit que c'est un compromis. Il y a dû y avoir un pays qui a dit 35, l'autre 40, et on a fini par trouver un bon compromis à 37,5 en 2030. Moi, je pense que c'est bien de se donner des objectifs ambitieux comme ça sur les transitions des véhicules, parce que de toute façon, demain, il y aura des véhicules propres, des véhicules électriques, ils seront chinois ou ils seront européens. Donc il faut trouver le bon niveau d'ambition à chaque fois par rapport à ces enjeux qui sont fondamentaux, et en même temps, il faut tenir compte des gens auxquels on demande de révolutionner leurs pratiques et leur laisser le temps de s'adapter et accompagner les transitions. Sur la question de l'innovation, je ne suis pas capable de répondre en détail à la question que vous avez posée, monsieur, sur les questions de bourse et de choses comme ça. L'innovation, elle est regroupée dans une de nos propositions, ensuite on rentrera dans le détail, qui s'appelle le Made in Europe 2024. Hein, c'est-à-dire la concentration des moyens européens sur de l'innovation, sur les start-up, sur le développement. Et je ne parle pas des 1000 milliards de la Banque du climat qu'on a évoqué tout à l'heure. Et par ailleurs, l'idée c'est que précisément le budget européen soit très clairement fléché sur ces questions d'innovation. Sur la dimension politique, alors l'objectif d'abord c'est dimanche, envoyer le plus possible de députés Renaissance. D'ores et déjà, nous savons qu'il y a une dizaine ou une petite douzaine de mouvements européens, d'autres pays qui vont venir nous rejoindre, ou qui vont venir s'allier, avec lesquels nous allons nous allier, il n'y a pas de hiérarchie dans tout ça, et qui formeront un groupe qui englobera aussi probablement l'actuel groupe ALDE, qui va probablement se dissoudre, et qui formera le corps central du Parlement européen. Ce groupe-là n'aura évidemment pas à lui seul la majorité. Il y aura un groupe probablement dit nationaliste, assez puissant, mais qui de toute façon, lui, va dire non à tout. Donc on va le laisser vivre sa vie, comme il l'a fait au cours du dernier mandat, c'est-à-dire jamais une proposition nouvelle, jamais un vote positif, jamais un vote constructif. Et puis, il y aura le groupe, évidemment, du PPE, qui est le groupe dit libéral, et puis probablement aussi un groupe social-démocrate. Et nous ambitionnons de nous retrouver exactement au milieu de ce panorama, au milieu de ce spectre, avec quelque chose qui est très intéressant et qui distingue le Parlement européen du Parlement français. Le Parlement français, on est bien placé pour le savoir, c'est peut-être d'ailleurs un peu trop souvent, quand on est dans la majorité, on est toujours pour, quand on est dans l'opposition, on est toujours contre. Et puis ensuite, à les élections suivantes, ça peut changer et on inverse. En Europe, c'est pas du tout comme ça. Il se crée des majorités sur chaque projet. Et il faut aller la chercher. Et il faut aller la construire. Et donc notre position centrale, qui numériquement ne nous donnera pas de majorité absolue, nous permettra de jouer un rôle central, précisément pour pousser les projets qui vont dans le bon sens, d'un progrès européen, d'une transformation du modèle européen, que nous irons construire selon les projets, parfois avec les alliés du PPE, parfois avec les alliés du PSE, les alliés écologistes aussi. C'est pour ça que nous faisons très attention de ne pas insulter l'avenir. Voilà, par exemple, en ce moment, on est en compétition avec la liste écologique Europe Écologie Les Verts. On se tire la bourre. Évidemment, on est en compétition électorale. Mais le jour venu, et là j'en parle devant Elisabeth, on aura peut-être bien besoin d'eux. Et si le projet écologique qu'on a envie de pousser, on y arrive, ben, je pense qu'ils ne feront pas la mauvaise tête. Ils viendront construire avec nous, ou nous irons construire avec eux. Voilà ça l'ambition. Mais pour que ça marche, cette affaire-là, même s'il n'a jamais ce groupe central, qui n'a pas encore de nom, je trouve ça dommage. J'aurais bien aimé qu'on soit capable de le nommer avant. Mais on le baptisera assez vite après la naissance. Ce groupe central, il jouera un rôle essentiel s'il est suffisamment nombreux. Comme je sais que c'est la dernière fois que je prends la parole, je voudrais juste dire un tout petit mot qui tient un peu à ma casquette de président de groupe parlementaire. Je pense que ce qui a fait énormément défaut au cours des années précédentes, et puis depuis 1979, date première fois où le Parlement a été élu au suffrage universel, c'est que le Parlement européen et le Parlement français faisaient chambre à part.
qu'il n'y avait strictement aucun contact, aucune coordination. Personne ne savait ce que faisait l'autre. Et alors là, vraiment, alors là je parle en tant que président du groupe majoritaire, et je pense que mes collègues sont de cet avis, et les 300 autres collègues font ça, nous voulons absolument institutionnaliser des relations. On ne peut plus raisonner avec la politique nationale d'un côté, la politique européenne de l'autre. D'abord parce que, comme l'a très bien dit Elisabeth, il y a un tas de sujets qui ont changé d'échelle et dont on ne peut trouver qu'une réponse partielle en France et véritablement structurante en Europe. Donc il faut travailler la main dans la main, y compris dans les calendriers, y compris dans les stratégies, y compris dans les moyens alloués, y compris dans les budgets affectés, etc., etc. Et puis que politiquement, si on veut arrêter de considérer que l'Europe c'est quelque chose dont on s'occupe juste à chaque élection européenne et puis ensuite, basta, c'est terminé, il faut qu'il y ait des relais, il faut qu'il y ait des trucs. Et donc, dès lundi, dès mardi, nous allons créer les conditions d'une relation permanente entre le groupe parlementaire La République En Marche et le groupe futur baptisé, je ne sais pas encore, central au Parlement européen. Bravo Gilles. Petit mot de fin, Madame la Ministre, et puis France, avant que nous puissions nous restaurer. On n'a pas répondu aux jeunes. Ah oui, alors Aude, vas-y. Je vais le faire, parce que j'ai un doctorat, donc je connais un petit peu le principe, et je sais que ce n'est pas simple. Votre université n'a pas de piste pour les entreprises, ni rien. Vous avez un master 2, c'est pour ils n'ont pas d'adresse, rien. Alors, dites-moi, juste en 2 mots, parce que ça me gêne un peu quand on a quelqu'un qui est volontaire pour faire une thèse, je trouve ça remarquable, donc aller jusqu'au bout. À la sortie de Reims, c'est quand même l'AgroParisTech. Oui, ça existe, oui, mais les postes sont toujours très limités et chaque année, c'est très dur d'avoir un poste. D'accord. Bon. On essaiera de se voir parce que, voilà, juste après, je vous laisserai mes coordonnées. Parfait. Et on va donc, je pensais à Jean Monnet pendant que tu parlais, et puis moi, ce qui m'a toujours guidé, c'est Jean Monnet. Et Jean Monnet disait, quand il a créé la CECA en 1950, il a toujours pensé, il pensait toujours que l'Europe se faisait dans les crises et que c'était la somme des solutions qu'on apporterait à ces problématiques qui ferait avancer l'Europe. Il a commencé tout petit dans les politiques d'action avec patience et détermination. Et nous, on rajoute de la construction à la maison européenne. Voilà. Donc, Madame la Ministre, je vous laisse avec France conclure cette soirée. Oui, simplement, moi je voulais renforcer un peu ce que vous avez dit sur les parlementaires européens qui effectivement ont été élus et qui ont un peu disparu dans la nature. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé. Moi j'étais pas au Parlement européen, mais j'en connaissais quand même un certain nombre. Et effectivement, ils travaillent beaucoup et c'est tout à fait respectable, mais on ne sait pas exactement, lorsqu'on est en France, lorsqu'on est dans les régions, dans les départements, on ne sait pas exactement ce qu'ils font. Et je crois que là, il y a vraiment un engagement de l'ensemble des colistiers de diffuser, alors auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais également auprès des départements et des régions, de vraiment diffuser ce qui se fait au niveau européen et de ne pas laisser ce genre de réunion simplement au temps de la campagne. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'était vraiment un... La CNI, on va travailler lors de la CNI. Je faisais partie de la CNI et nous avons travaillé la Commission nationale d'investiture pour justement investir les candidats européens et nous avons songé, nous avons travaillé sur ce sujet qu'a soulevé Gilles et que tu appuies. Nous devons, mais c'est une obligation, ça ne fait même pas l'ombre d'un doute. Comment on n'y avait pas pensé avant? Moi, je ne comprends pas qu'on n'y ait pas pensé avant que les députés européens n'aient pas des relations avec leurs homologues français dans chaque région. Et on est en train de travailler sur le sujet. Je pense que nous serons prêts pour la rentrée. Mais je voulais vous présenter cette liste Renaissance. Cette liste Renaissance que vous allez trouver dans le programme que nous avons mis sur vos sièges. Vous verrez des noms, des gens. Et toutes ces personnes sont certes des individus,
venus d'horizons différents, de régions françaises différentes, ont des métiers tous différents, mais également des sensibilités, puisque nous représentons sur cette sont représentés sur notre liste Renaissance, des sensibilités politiques différentes d'En Marche. Ce sont des partenaires, ce sont des gens qui ont bien sûr adhéré à une sorte de charte Renaissance qui est progressiste et qui sont prêts à travailler avec nous après le 26 mai, parce que pendant, évidemment, qui ont fait la campagne, et tous ces progressistes que nous espérons convaincre et dont nous espérons nous entourer une fois à Bruxelles. Donc cette liste, comme vous l'a dit Sausen, Agir, MSRL et évidemment Modem, qui est notre allié historique, elle a des spécificités, cette liste. Elle est paritaire, ce qui est très nouveau depuis quelques 2 ans. Paritaire, mais complètement paritaire, c'est-à-dire un homme, une femme, un homme, une femme. N'est pas paritaire, 10 hommes tête de liste et 10 femmes que de liste. C'est vraiment la parité totale. Ensuite, cette liste, si vous la regardez de près, si vous voyez les visages de près, elle fait la preuve du rajeunissement, puisque nous avons une moyenne d'âge de 46 ans. Nous avons gagné plus de 10 ans, je crois, puisque la dernière législature devait tourner autour de 56 ou 57 ans, je pense. Ensuite, une autre spécificité, c'est qu'elle est constituée essentiellement de gens venus de la société civile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de politiques avérées, c'est-à-dire de gens qui font carrière depuis l'âge de 20 ans jusqu'à 90 ans en politique et qui vont de mandat en mandat, d'Europe en municipal, en genre que sais-je. Là, nous en avons dans notre liste, nous avons un député européen dans notre liste qui est Dominique Riquet et qui représente les Hauts-de-France. Donc nous sommes ravis d'avoir Dominique pour nous représenter parce que c'est un excellent député. Il a fait la preuve tout au long il a eu, je crois, 2 mandats déjà, et tout au long de ces mandats, il a toujours été à la tête de la présence à Bruxelles, à Strasbourg, et nous sommes très, très fiers d'avoir Dominique Riquet avec nous, et comme ça, il pourra donner des conseils très judicieux sur les arcanes des couloirs bruxellois qui sont, du Parlement en tout cas, qui sont certainement très compliqués, qui ne ressemblent pas aux nôtres, vraisemblablement. Donc, société civile, essentielle, et puis ensuite, des gens qui font tous les métiers. Vous avez dans cette liste une vigneronne. Moi, je suis très attachée à cette vigneronne. Je trouve ça formidable qu'une vigneronne du Pic Saint-Loup soit sur une liste pour être candidate aux élections européennes. Nous avons également je ne vais pas dire un paysan, mais un agriculteur qui est Jérémy Ducerle, qui est un éleveur et qui partage son temps entre ses vaches et le terrain de l'élection, de la campagne européenne. Et nous avons également un directeur d'école, nous avons des élus, maires, nous avons une sénatrice très connue qui est Madame Keller, qui était maire de Strasbourg. Qui encore, nous avons des médecins, nous avons 7 transnationaux. Alors pas sur la première partie de la liste, ils existent, ils sont sur, il y en a 2 je crois sur la première partie, si ma mémoire est bonne. Il y a Godzi et Zakharopoulou, qui est une chirurgienne obstétricienne, et Sandro Gozzi, qui est un ancien ministre de l'Europe de M. Renzi. Matteo Renzi. Ah oui, c'est pas Mattei Renzo, c'est Matteo Renzi. Voilà, donc une liste à la fois variée, mais cette liste, ils font unis. C'est une liste pour l'union de tous ces gens représentatifs de toutes les régions françaises, y compris de nos régions ultramarines, parce que nous avons des gens qui viennent de la Réunion, des Antilles, de Guyane, dans cette partie de la liste. Donc une liste assez
singulière pour les gens qui lisent les listes, qui lisent très attentivement toutes les professions de foi que nous remettons dans les boîtes aux lettres, ou que les mairies remettent dans les boîtes aux lettres, s'aperçoivent que finalement nous sommes très représentatifs de toute la France et de l'outre-mer. Je crois que ça te suffit. Ça suffit. Donc, je donne la parole maintenant à Madame la... Je pense que je ne vais pas donner une conclusion définitive. Je voudrais surtout vous remercier d'être venu échanger avec nous sur l'Europe. On a pu voir que c'est un enjeu majeur qui concerne notre avenir, mais qui concerne aussi très directement notre quotidien. On a besoin d'Europe, mais on a besoin aussi d'une nouvelle Europe qui protège mieux notre environnement, qui protège mieux nos entreprises, qui protège mieux les citoyens. C'est le projet d'Emmanuel Macron depuis le départ, c'est le projet de la liste Renaissance. Il nous reste 48 heures pour convaincre, pour mobiliser et pour donner de la force à ce beau projet. Donc, merci pour votre mobilisation.